Contemporaine, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel consacrée au droit de la guerre. Carl Schmitt versus Clausewitz. Avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Alder, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de l'Actualité juive. Bonjour chers amis. En effet, nous continuons notre investigation sur le droit de la guerre et de la paix et la philosophie politique, évidemment, qui va avec. Après Clausewitz, qui avait résumé le rapport de la politique et de la guerre dans, au fond, cet aphorisme extrêmement célèbre, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, eh bien, nous écoutons maintenant un penseur, juriste, le philosophe, le penseur de la révolution conservatrice, Carl Schmitt, pour lequel la politique, c'est ce qui sépare l'ami de l'ennemi. Et donc, nous commençons, pour explorer sa conception de la guerre et de la paix, nous commençons par un texte de lui. Dans le droit international du XIXe siècle, on défendait la doctrine selon laquelle l'équilibre entre États constituait, sinon le véritable fondement, du moins la garantie du droit des gens. Du traité de Versailles est ressortie l'idée générale individualiste et libérale. L'égalité des citoyens et le constitutionnalisme libéral sont alors les présupposés de l'ordre interétatique, la vraie norme fondamentale de la civilisation européenne. Depuis la déclaration du chancelier du Reich Adolf Hitler, le 20 février 1938, il existe un droit de protection des groupes ethniques allemands. Le traité germano-russe du 28 septembre 1939 emploie le concept d'empire. Il repousse expressément l'ingérence de toute puissance étrangère. Sont empire les puissances dirigeantes fortes d'une politique rayonnant dans un grand espace. Un peuple incapable d'État ne saurait être sujet du droit international. Tous les peuples ne peuvent exciper du niveau d'efficience requis. Alors qu'imperium a toujours le sens d'une structure universaliste embrassant le monde et l'humanité, notre Reich allemand est essentiellement lié au peuple. C'est un ordre de droit non universaliste. Toute autre optique, en isolant chaque peuple des autres, falsifie, tel le droit de la Société des Nations, le droit des peuples en droit mondial universaliste. L'appellation d'empire est la mieux apte à caractériser la corrélation en droit international du grand espace. Mussolini l'appelle l'espace vital. Avec la victoire du mouvement national-socialiste, c'est l'Allemagne qui est devenue le théâtre d'une avancée victorieuse avec le concept de peuple substantiel. La science allemande a inventé un ordre du grand espace. Cela ne peut être que le concept d'empire avec pour garant et pour gardien un peuple sachant se montrer à la hauteur de la tâche. Carl Schmitt, guerre discriminatoire et logique des grands espaces. Merci Alexis. Quelques mots, si vous le voulez bien, sur Carl Schmitt et ce texte de 1940. Alors Carl Schmitt, c'est un penseur, on pourrait dire, comme dirait Alexandre, fuligineux, controversé. 1888-1985, c'est un juriste allemand qui a accompagné d'une certaine façon précipitée la chute de la République de Weimar par les critiques qu'il avait adressées au parlementarisme, à la démocratie, au libéralisme, de formation catholique. Il n'en a pas moins adhéré au national-socialisme et même au parti nazi en 1933, approuvant publiquement les assassinats de la nuit des longs couteaux, les lois sociales de Nuremberg, l'épuration de toute la science allemande de sa judéité et exaltant la personne et la politique du Führer. À la Libération, il est vrai, Carl Schmitt, qui n'a pas été gardé au tribunal de Nuremberg où on l'avait convoqué, s'est targué d'avoir été, en 1936, mis à l'écart par plus extrémistes que lui et d'être demeuré neutre. Mais ce n'est pas exact, car protégé par Göring, il est resté conseiller d'État officiel de la Prusse et il a publié une série de travaux, dont celui dont nous avons extrait ce passage, qui soutiennent la politique d'Hitler.
interdit d'enseignement après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il a repris quand même des cours, des conférences pendant l'Espagne franquiste et republié, cette fois avec un meilleur accueil, des ouvrages, d'abord sur la théorie du partisan, puis au fond de nouvelles publications. Il reprenait, élargissait, par exemple sur le nomos de la Terre, ses publications antérieures. Alors, en vérité, au fond, ce penseur de la Révolution conservatrice a eu un écho, n'est-ce pas? Il a eu un écho et il est au centre de discussion aujourd'hui. D'abord chez les Italiens. C'est les Italiens qui les premiers se sont intéressés à lui, en particulier Toni Negri aujourd'hui et Giorgio Agamben. Puis très rapidement, l'extrême droite française, Alain de Benoît s'est fait l'un des éditeurs des œuvres de Carl Schmitt. Mais il y a aussi des universitaires, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus proches de nous, comme Kervégan, comme Jean-François Kervégan, comme Étienne Balibar, et qui étaient peut-être plus sensibles à la dimension révolutionnaire de son œuvre qu'à, au fond, la dimension conservatrice. Alors, quelle est cette pensée du droit international? Eh bien, c'est celle de la destruction du droit politique classique, du droit international classique. Et de ce texte, je crois qu'on peut répondre, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, 3 idées fondamentales. Premièrement, eh bien, une analyse tout à fait critique de ce droit international de l'âge classique, et en particulier, si vous voulez, comme droit républicain, comme droit libéral, comme droit qui protège les minorités, qui protège les droits de l'homme, et l'exaltation à rebours, évidemment, d'un droit international nouveau, celui de la révolution conservatrice dont il a été, en quelque sorte, le héros, H-E-R-A-U-L-T, n'est-ce pas, qui a de toute autre conception, puisque, en vérité, il défend le droit des peuples supérieurs sur les peuples inférieurs. Il protège l'ethnicité, les groupes ethniques, et plus encore, eh bien, il demande que l'on pense, au fond, une hiérarchie, n'est-ce pas, des peuples et des États. Et troisième point, eh bien, qu'on substitue le concept d'empire à celui de république et de démocratie. Et en particulier, l'empire fondé, d'après lui, sur des grands espaces, n'est-ce pas, des espaces-mondes. Il cite d'ailleurs Mussolini, l'espace vital, et la possibilité pour ces grands empires de s'agrandir par la conquête. Deuxième idée, c'est que dans l'ordre de ces grands empires, eh bien, il n'y ait pas d'ingérence étrangère, qu'il n'y ait pas de prise en compte du droit des peuples inférieurs à disposer d'eux-mêmes. Et enfin, eh bien, ces grands empires reposent sur une idée, comme il dit, concrète du peuple, c'est-à-dire un peuple au fond supérieur et capable de dominer les autres. Voilà ces idées qui ont eu un retentissement indiscutable et qu'on peut résumer finalement comme ceci. Au lieu de la prééminence de la politique sur la guerre, il y a chez Carl Schmitt la prévalence de la guerre sur la politique. Au lieu de l'objectif de la paix, l'objectif de la politique des grands espaces et la domination des peuples inférieurs sur les peuples, par les peuples supérieurs. Au lieu d'une société politique garantie par le contrat, fondée sur le contrat et qui garantit les droits humains, les libertés civiles, eh bien la prévalence du peuple allemand à conquérir un grand espace vital et à imposer sa domination sur les peuples inférieurs. Et enfin, au lieu du concept de république, le concept qui est lié au parlementarisme et la démocratie, toute chose que critique vertement Carl Schmitt, le concept d'empire fondé sur la conquête et le gouvernement dictatorial émané de l'esprit concret du peuple. Alors, Alexandre, je vais me tourner vers vous pour vous poser au fond une question très simple. Est-ce que vous estimez que dans sa conception de la guerre et de la politique, n'est-ce pas, Carl Schmitt a pu, au fond, avoir une influence avec sa notion d'espace, d'espace vital, de grand espace, avec sa critique, son opposition à la République démocratique. Est-ce qu'il peut avoir eu une influence sur Poutine? Est-ce qu'on retrouve dans sa conception les idées de Poutine? Alexandre. Oh non, parce que Poutine, je vais vous dire, je connais bien Poutine.
C'est un esprit confus et qui est en train de se défaire quasiment en temps réel. Alors, il a une vague culture superficielle, un peu comme Mélenchon. C'est un autodidacte révolutionnaire. Alors lui, je ne sais pas s'il s'est fait des décorations comme Mélenchon, qui arbore en ce moment une Légion d'honneur, qui est une sorte de port illégal de décoration. Non, un insigne. Un insigne, oui, mais enfin qui ressemble à une Légion d'honneur. Mais il se l'est donné. Il pense qu'il le mérite. Poutine aussi, il doit avoir l'ordre de Lénine au moins, avec tous ses exploits. Mais enfin bon, tout ça, ce n'est rien. Non, ce qu'il y a, c'est que Poutine est un homme qui a été profondément choqué par la détention quand il était jeune, par la persécution, par les tortures qu'a subi son père, Broverman, qui n'est pas un comparse de l'histoire soviétique, mais l'homme qui a fait le Smerch, qui a fait le contre-espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui l'a payé très cher. Et puis, c'est un homme extrêmement malheureux, qui a été ballotté, sauvé par Andropov, qui l'a adopté. Mais au fond, il y a une immense confusion dans sa vie. Alors, il a des aspects staliniens évidents. Il y a plus malheureux que Poutine. Aujourd'hui, il y a les millions d'Ukrainiens et Vous d'enfants avez parfaitement raison de le dire. Vous avez parfaitement raison de le dire. Mais oui, vous avez parfaitement raison de le dire. Simplement, tout le monde n'est pas dans un orphelinat soviétique qui, par rapport à un orphelinat français, est bien pire. Tout le monde n'a pas été avec des parents persécutés. Bon, oui, d'accord, mais c'est l'étiologie de Poutine. Maintenant, pour le reste, il est évident que je suis solidaire comme vous, comme tout le monde, du combat admirable que mène aujourd'hui le peuple ukrainien. Mais oui, mais bien sûr. Mais ça ne fait aucun doute, cela. Et je pense aussi que la honte de Poutine, c'est que, alors qu'il est un assez bon juif, en tout cas, qui ait le sentiment de cela, eh bien, il est capable de lever la main contre un homme, Zelensky, qui, sans être un juif glorieux, n'a jamais caché son origine juive, ne s'en est jamais dissimulé de manière quelle qu'elle soit, et a montré dans cette affaire un courage de saltimbanque, comme dit Poutine, qui le considère comme un rien du tout. Et puis le rien du tout, on voit qui c'est et on voit que ce n'est pas Zelensky. Mais quand même, du point de vue de la philosophie, Carl Schmitt, n'est-ce pas, au fond, fait de toute politique un espace non seulement de conflictualité, c'est ce que Machiavel avait déjà vu, mais un espace de combat. Or, c'est tout le programme, tout le programme du nazisme. Alors avant, il n'était pas nazi, il était du parti le plus à droite de la droite qu'on appelait le DNVP. C'était ce qui lui a été reproché par les vieux nazis qui trouvaient qu'il était un rallié de la dernière heure. Mais enfin, pour un rallié, il s'est quand même bien défendu. Ouais. Et en réalité, effectivement, ce Carl Schmitt a apporté un savoir-faire pour tout simplement... Mais le concept de grand espace, par exemple. C'est l'invasion de la Russie, bien sûr. C'est ce que déjà, en 1918... l'Allemagne victorieuse sur la Russie et devant Brest-Litovsk avait réussi. Elle avait déjà détaché toute l'Ukraine. Est-ce qu'il ne reprend pas ça, Poutine, aujourd'hui ? Non, il ne prend pas ça. Non, mais il délire. Alors, mais le grand espace, c'est simplement l'espace commercial fermé de l'Union soviétique telle qu'elle était, avec cette nostalgie d'enfant débile, et qui voudrait retrouver l'Union soviétique avec les frontières fermées, les échanges, peut-être même les pénuries en céréales, comme il y avait autrefois. Écoutez, mais tout ça est impossible. Elle est plus sérieuse. Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, dans la logique impériale de Poutine, parce que c'est une logique impériale, je ne vous dis pas que c'est nécésairement la révolution conservatrice, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun avec toute forme de logique impériale et qui est hostile aux démocraties ? Mais incontestablement, de la même façon que l'État commercial fermé de Fichte a ensuite fait des émules dans l'idée d'un troisième Reich expansionniste, oui, dont Hjalmar Schacht, qui était le penseur économique beaucoup plus lucide et beaucoup plus intelligent que les autres, a marqué, disons, les prodromes. Et puis on retrouve cette histoire d'État soviétique fermé, qui est le rêve du jeune Poutine, oui, et qui revient. Pourquoi c'était bien l'Union soviétique, pourquoi ne le ferait-on pas, et interdire aux gens de tirer, tirer sur les gens des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui veulent franchir les frontières, on leur tire dessus, tout ça, mais bien sûr. Et la Géorgie revient aussi dans le giron, et puis toutes les républiques qui étaient autrefois dans l'Union soviétique, peut-être pas tous les musulmans, mais enfin les autres, oui, même les Mongols. Voilà, c'est une folie, et c'est une folie qui va se fracasser, et qui est en train de se fracasser, parce que, quand même,
ce que je vois, c'est que perdre 5 officiers généraux, dont un amiral, avec des tireurs d'élite ukrainiens, jour après jour, c'est quand même une défaite militaire beaucoup plus... Quant aux Ukrainiens, aux soldats ukrainiens, aux soldats russes qu'on ne retrouve pas, bien entendu, il y en a quelques-uns qui ont été tués, mais il y en a beaucoup qui sont égaillés. La désertion, mais si. Peut-être. Alors, c'est une information importante, permettez-moi quand même de vous la donner. La désertion est générale, et un certain nombre de ces reîtres qui s'abattent aujourd'hui sur le peuple ukrainien sont déjà partis avec leurs amis tchétchènes pour faire des casses, pour vivre en bandits. Merci de tous ces renseignements, Alexandre. Allez, François, qu'est-ce que vous inspire ce texte de Carl Schmitt et un rapprochement avec ce qui se passe en Ukraine ou pas? Oui, ça, très clairement. Alors, moi, j'imaginais jusqu'à peut-être il y a très peu de temps que Carl Schmitt était dans l'histoire de l'Allemagne, de l'avant-guerre, pendant la guerre, une histoire datée, quelque chose qu'on étudie, si on veut, comme du passé. Non. Alors, je lis, là, depuis quelques heures, je dirais, un auteur que je viens de découvrir, mais qui est bien connu, qui s'appelle Alexandre Douguine. Oui. Donc, idéologue russe d'extrême droite, enfin, c'est très clair. Par ailleurs, hermétiste, ésotériste, etc., très ami de l'extrême droite païenne française. Il a traduit René Guénon. Oui, voilà, c'est ça. Et toutes les œuvres d'Alain Benoît. Non, mais il y a effectivement un conglomérat, si on veut, avec ce qu'il y a de plus extrême dans la droite française depuis longtemps, quoique ce soit un homme qui est né en 62, donc il est avec des gens plus âgés en France. Alors, je me souviens que Carl Schmitt critique Hobbes, parce que Hobbes a choisi le Léviathan, le monstre marin, comme symbole de l'État, alors qu'il aurait fallu choisir le Béhémoth, qui est, soi-disant, prétendument, dans la Bible, un animal plus terrestre, plus monstrueux, etc. Or, on retrouve cette idée chez ce Douguine, qui dit la grande opposition géopolitique, c'est la terre et la mer. La puissance terrestre et la puissance maritime. C'est l'idée de Carl Schmitt. Les puissances maritimes, oui. Il a écrit un livre qui s'appelle Terre et mer. Bizarrement, États-Unis, je ne sais pas pourquoi les États-Unis seraient plus maritimes, mais bon, peu importe. Ils ont 2 façades, Pacifique et Atlantique. Oui, c'est vrai. Pas seulement, ils sont les héritiers de l'Empire anglais. La France a 2 façades. Ils sont les héritiers de l'Empire anglais, selon D'accord. Alors, donc, ils considèrent que ça, c'est le monde occidental. Oui. Et ils pensent que c'est l'Eurasie, la Russie est l'Eurasie, elle est donc en communication même avec la Chine, elle n'est pas occidentale, et donc ils tapent à bras raccourcis sur tout ce qui est occidental, y compris par exemple, j'en donne un exemple qui est quand même typique, ils aiment Heidegger, non pas spécialement à cause de telle ou telle chose, ou l'analytique du Dasein, mais parce qu'il a déconstruit la métaphysique occidentale. Oui. Donc tout ce qui permet de déconstruire... Comme Carl Schmitt aussi aimait beaucoup Heidegger pour les mêmes raisons. Oui. Donc les droits de l'homme, qui viennent quand même essentiellement d'Angleterre, plus que d'ailleurs. Quant à l'Europe... Non, ils ne viennent pas d'Angleterre, ils viennent d'abord de l'Espagne et de Francisco de Vitoria. Ce n'est pas moi le spécialiste. Oui. Mais quant à l'Europe occidentale, c'est-à-dire nous, alors la thèse de Douguine, que je viens de lire avec effroi, si on veut, c'est même pas la peine de faire la guerre à ces gens-là, parce qu'il suffit de la 5e colonne que sont les partis d'extrême droite, et j'ajouterais d'extrême gauche, parce que l'anticapitalisme, par exemple, c'est bon. Oui. Et très récemment, il y a une interview de ce type, Douguine, sur le coronavirus. Alors il dit, c'est l'Ereignis de Heidegger, c'est-à-dire c'est la fin. Tous ces États qui prétendent être libéraux s'avèrent... Donc c'est l'idée de la chute des démocraties, la chute de la faiblesse, de la chute finale, du déclin final des démocraties, des républiques démocratiques. Donc ça veut dire aussi que tous les gens qui défilent contre le vaccin en France sont, si on veut, gangrenés par cette idéologie qui est à la fois de l'extrême droite française et de l'extrême droite. Si tu me permets juste une incise, c'est également un homophobe. Il dit que tous les droits des homosexuels qui ont été faits par l'Occident sont un complot contre la civilisation. Oui. Alors, Marielle, on va changer de terrain. Puisque les journaux sont emplis d'observations sur le déplacement des millions d'Ukrainiens, mais surtout des enfants, n'est-ce pas ?
Est-ce que vous pouvez nous dire si ça a des conséquences dans le psychisme de ces enfants quand ils seront adultes, et ce grand déplacement dont visiblement Poutine n'est-ce pas, ne se soucie guère, est un drame ou pas? Je voudrais votre avis autorisé de médecin. Moi, j'ai entendu des personnes qui actuellement sont très âgées, mais qui ont vécu l'exode. Oui. Bon, c'est vrai qu'après 80 et quelques années, ils en parlent toujours. Donc, bien sûr, ça marque les enfants. Maintenant, il est évident que s'ils s'en vont avec leurs parents, et que dès les frontières, et je pense que c'est ce qu'on fait actuellement, on les protège, bon, alors ça devient une aventure qui est un peu étrange, mais qui n'est pas non plus... Pour l'enfant, il ne va pas très bien comprendre, mais s'il est protégé, c'est pas tragique non plus. Oui. Ça sera quelque chose qui change, comme par exemple les enfants qui ont des parents tout à fait bien, mais qui doivent très souvent déménager, sont choqués par ces déménagements. Et c'est plus quitter le lieu où ils étaient pour un autre lieu. Il y a d'ailleurs un très joli film en ce moment qui s'appelle Belfast, et qui raconte comme ça l'histoire d'un petit garçon dont les parents ont dû quitter l'Irlande du Nord pour éviter la guerre jusqu'à Londres. Hein. Donc ça, c'est un sujet. Maintenant, ce que je crois actuellement, c'est qu'on a fait quand même beaucoup de progrès en pédopsychiatrie et dans la compréhension de l'enfant. Et en France, par exemple, c'est vraiment un souci tout de suite de dire il faudra que les enfants ukrainiens puissent aller à l'école. Donc merci. On sait que c'est très important. Merci beaucoup. Alors on va laisser la place à notre ami Alexis. Cher Alexis, au fond, la question que je veux vous poser, elle concerne évidemment l'actualité. Beaucoup d'entre nous ont été choqués, mais surpris en même temps que choqués, par le soutien d'abord exprimé par, au fond, des politiques d'extrême droite et d'extrême gauche à l'égard de Poutine, alors que la majorité des Français ont été, et des démocraties ont été immédiatement indignés de cette guerre d'agression. À votre avis, alors de son côté, d'ailleurs, il faut bien dire que Poutine n'avait pas ménagé son appui, n'est-ce pas, à ces forces d'extrême gauche et d'extrême droite. Qu'est-ce que vous nous en diriez? Est-ce que ça a un rapport, à votre avis, avec le développement des idées de la révolution conservatrice ou non? Évidemment. Alors, il y a d'abord tout ce qu'a dit François, je le répète pas, l'influence de Dugin sur Poutine aujourd'hui, il a rapté le cerveau de Poutine, et c'est l'idéologue, au fond, de l'idéologie eurasiatique qui ont aussi à se détourner de l'Europe, donc aussi des démocraties européennes. Deux, ça fait déjà longtemps, c'est depuis les années 90, vous avez extrême gauche et extrême droite se donnent la main, pas sur tout, mais sur la relativisation de la barrière d'espèces entre les régimes. C'est un thème qui vous est cher. Il y a une barrière d'espèces, elle est infranchissable entre les républiques démocratiques et le reste. Poutine, c'est le reste. Alors, je ne sais pas si c'est une dictature, une autocratie, une tyrannie, voire un néo-totalitarisme, mais c'est pas une république démocratique. Et donc tous ces gens-là confondent république et empire. Et je finis, parce que on est vraiment très pressé. Et ça dure depuis longtemps. Troisième élément, plus géopolitique, moins philosophique, mais fondamental. Depuis des années, vous avez des experts qui vous expliquent partout que la convergence est irréversible entre la Russie et l'Union européenne. Cette convergence explose aujourd'hui sous nos yeux. Ces gens-là ne sont pas suspects de schmittisme, ils ne sont pas influencés par Dugin, ils pensent qu'il y a un sens de l'histoire, et que ce sens de l'histoire est irréversiblement à la démocratisation. On vient de s'apercevoir que malheureusement, c'est pas le cas. Merci Alexis. Alors, mais juste une question. Ne trouvez-vous pas qu'on devrait peut-être modifier un peu à la fois notre vocabulaire et nos concepts? Parce que il y a une première approche de cette barrière que vous dites, infranchissable, entre les démocraties et ce qu'on appelait, c'est Hannah Arendt, n'est-ce pas, et ses amis, les États totalitaires. Mais au fond, est-ce que c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui? Parce que dire que la Russie est un État totalitaire ou que la Chine est un État totalitaire, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. En revanche, en tout cas pour la Russie reste un empire. Oui, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un empire, aujourd'hui, c'est pas l'empire éclaté, c'est l'empire en voie de re-totalitarisation. Donc, vous avez un empire à vocation totalitaire. On a pensé,
non sans raison d'ailleurs que depuis les années 90, la Russie allait tourner le dos à cette longue parenthèse totalitaire. Elle y revient manifestement. Oui. Alors je vous remercie, mais ce n'est pas la même chose. Parce que l'opposition de la République et de l'Empire, c'est une chose beaucoup plus ancienne, n'est-ce pas, que l'opposition des démocraties et des États totalitaires. Et le fait de se réapproprier la connaissance de cette vieille et ancienne opposition est peut-être, si vous voulez, plus intéressante pour comprendre ce qui se passe que d'en rester simplement aux années 80. Voilà, je vous remercie tous et à bientôt.